Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée, bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. Tiemboko Melia Koné a reçu hier l'administrateur du Fonds monétaire international pour la Côte d'Ivoire. Fassine Silla indique avoir rencontré le vice-président de la République dans le cadre de la négociation d'un nouveau programme de vision commune au bénéfice du développement de la Côte d'Ivoire. Adopté en Conseil des ministres le mercredi 18 janvier 2023, le permis de conduire à points est entré en vigueur ce mercredi en Côte d'Ivoire. Un total de 12 points est désormais alloué à votre permis de conduire et ce capital de points fait l'objet de diminution en cas d'infraction commise par celui qui est au volant au moment de l'infraction. Bola Tinubu est élu président du Nigeria. À 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos, surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute marche du pouvoir. Pendant 4 ans, il aura la lourde tâche de redresser le pays plombé par une économie en berne et les violences de groupes armés. Nous sommes mercredi 1er mars et 6 jours de Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. La réunion a eu lieu aujourd'hui même au palais de la présidence de la République en présence, comme toujours, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos reporters sont de retour à la station, juste le temps de travailler leur sujet et nous le proposer ce soir dans le 20h. Cela avait été annoncé depuis quelques semaines déjà. Désormais, c'est chose faite. À compter donc de ce mercredi, le permis de conduire à points entre en vigueur en Côte d'Ivoire. Vous bénéficiez d'un capital de 12 points qu'il faudra protéger précieusement en conduisant prudemment tout en respectant le code de la route. La mesure est adoptée pour lutter contre l'incivisme grandissant sur nos routes qui pour la plupart, l'incivisme donc est pour la plupart en deuil la nation. Et pour cette première journée, les services compétents feront un point en fin de journée, point qui vous sera bien sûr proposé sur votre chaîne RTI 1. On se rend à présent au palais de la présidence de la République, au plateau où le vice-président s'est entretenu hier avec l'administrateur du Fonds monétaire international pour la Côte d'Ivoire, Fassine Silla. L'émissaire du FMI a indiqué s'y être rendu pour s'entretenir avec Tiemboko Melia Koné en prélude à une prochaine mission du FMI en Côte d'Ivoire consacrée à la négociation d'un nouveau programme pays pour la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolé. Administrateur, il l'est pour le compte de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique au FMI, Fonds monétaire international. Fassine Silla, c'est son nom. Il est ce mardi au palais présidentiel de Côte d'Ivoire pour échanger avec le vice-président de la République, Tiemboko Melia Koné. Pour lui, cette rencontre constitue le cadre idéal destiné à établir un nouveau programme de vision commune sur le développement de la Côte d'Ivoire entre le FMI et les autorités ivoiriennes qui d'ailleurs l'honorent de leur soutien dans ses fonctions. Je ne pouvais pas venir ici sans dire merci aux plus hautes autorités et les remercier de m'avoir choisi comme leur administrateur au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, et ça, c'est pas un scoop que je vais annoncer, bientôt, la mission du Fonds monétaire international va être là pour faire une négociation avec un nouveau programme du pays. Et il était important qu'avant que cette mission ne démarre, que je vienne briefer mes autorités et qu'on ait des visions communes et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut obtenir de cette mission. Également pour l'administrateur du FMI, Fassine Silla, cet entretien avec le vice-président de la République est une occasion d'affirmer sa détermination à tout mettre en œuvre pour encourager la Côte d'Ivoire à continuer de jouer son rôle de moteur pour sa croissance économique dans la sous-région. Jérôme Kofi Abolé et Adama Sangaré. La Côte d'Ivoire enregistre un réel déficit de la production nationale en riz. L'Agence pour le développement de la filière riz s'emploie à pallier la situation. L'ADERI profite de l'opportunité du Salon de l'agriculture à Paris pour rechercher 5 000 milliards de francs CFA de financement, invitant les opérateurs économiques à venir investir massivement dans la filière riz en Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Jacques Kwame et Adama Kéré, nos envoyés spéciaux à Paris.
Principal aliment pour la quasi-totalité des Ivoiriens, le riz a une consommation moyenne par habitant et par mois d'environ 85 kg. Ces informations ont été données par les responsables de l'Agence pour le développement de la filière riz ADERI lors de la conférence prononcée au Salon international de l'agriculture en France. Ces chiffres, en progression de 6% chaque année, posent le problème du besoin de consommation de cette denrée alimentaire estimée à environ 1 850 000 tonnes. L'objectif justement, c'est d'appuyer ces acteurs-là pour accroître la rentabilité, la productivité et faire en sorte que le riz soit rendu disponible pour l'ensemble des Ivoiriens. Et pour cela, il faut travailler sur la mise à disposition de semences de qualité, il faut travailler sur la mécanisation, il faut travailler sur la maîtrise de l'eau. Les investissements dans le secteur sont estimés à environ 5 000 milliards de francs CFA. Sont concernés la production, la commercialisation, l'équipement. Les investisseurs français venus prendre part à la conférence ont marqué leur adhésion au projet. Je pense un des plus grands moments de l'investissement qui va se passer en Côte d'Ivoire sur la partie agricole. C'est un énorme challenge et on est très heureux de pouvoir y participer et de vous aider au mieux possible. On peut apporter des solutions pour tout ce qui est irrigation, quand il y a nécessité d'avoir des stockages tampons ou des stockages de plus ou moins grande taille. On a un produit qui est assez facile à installer et qui a fait ses preuves sur beaucoup de marchés en termes d'irrigation. Venez investir dans la filière riz en Côte d'Ivoire, c'est un secteur porteur. C'est le message lancé par le ministre d'État Kwasi Adjoumani aux opérateurs économiques. Si vous venez en Côte d'Ivoire pour investir, dites-vous que le terrain est déjà préparé. Et l'ADERI, malgré ses modestes moyens, a aménagé certains espaces qui sont même irrigués et où on installe des jeunes et des femmes pour produire du riz. En y investissant, on ne perd pas. Ce sera donc des investissements gagnant-gagnant. Ce partenariat gagnant-gagnant va permettre à la Côte d'Ivoire de réduire sa dépendance au marché mondial, donc de couvrir les besoins de consommation en riz estimés à environ 2,3 millions de tonnes par an. Quel est le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques? Et c'est le thème de la 33e journée mondiale de la protection civile célébrée ce mercredi. Et je vous propose de suivre le message du gouvernement, message lu pour nous par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'institution de cette journée vise d'une part à attirer l'attention du grand public sur le rôle majeur de la protection civile dans la vie quotidienne des populations et d'autre part à sensibiliser celle-ci par les mesures à adopter en cas de sinistre. La Côte d'Ivoire, membre de l'Organisation internationale de la protection civile, va célébrer la 33e journée mondiale de la protection civile pour rendre un hommage mérité à tous les acteurs de la chaîne de la protection civile ivoirienne pour les efforts consentis en assurant la protection des personnes et des biens et en sauvegardant l'environnement contre les risques de catastrophes dans un contexte de plus en plus complexifié par les effets du changement climatique, les crises et les conflits d'ordre sociaux. Le thème rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques interpelle sur le rôle des technologies de l'information qui n'est plus à démontrer dans l'évaluation des risques, aussi bien dans la phase d'alerte précoce que dans la réponse proprement dite à apporter à l'apparition de ces risques. Les technologies de l'information offrent aujourd'hui des pistes de solutions additionnelles qui viennent renforcer notre dispositif de gestion en matière de protection civile, afin de garantir la résilience de nos populations. Leur efficacité passe par une meilleure coordination des actions et des moyens nationaux de protection civile, ainsi que le renforcement de la sensibilisation des populations dans un cadre inclusif de collaboration des acteurs. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité va demander de réaffirmer l'engagement du gouvernement. En définitive, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement, conduit par le Premier ministre Patrick Haché, dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
à poursuivre les actions susceptibles de favoriser la montée en puissance de la protection civile ivoirienne à travers le développement des technologies de l'information et de la communication, en vue de réduire la vulnérabilité des populations face aux risques divers, d'assurer une meilleure protection des personnes et leurs biens, mais aussi et surtout de préserver l'environnement. Pour cette édition, le centre de secours d'urgence de la ville d'Azopi va abriter la célébration de la 33e journée mondiale de la protection civile, en plus des activités éclatées qui auront lieu dans les 29 autres centres de secours d'urgence répartis sur l'ensemble du territoire national. C'était un récit d'Abou Sanogo. Plus de 60 millions d'enfants à travers l'Afrique n'avaient pas accès au programme d'alimentation scolaire en 2019. Depuis 2016, la journée africaine de l'alimentation scolaire, qui est célébrée aussi ce 1er mars, est un point de ralliement rassemblant les acteurs des secteurs publics, privés, de la société civile et multilatérale pour galvaniser le soutien politique à l'adoption et à la conduite de programmes d'alimentation scolaire. On écoute la ministre Mariatou Koné. En Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Pourtant, de nombreux enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Ceux qui sont scolarisés sont exposés au risque de faible performance ou de décrochage. C'est pourquoi les pays africains veulent faire de l'école un lieu privilégié de bien-être total de l'élève. En plus de jouir de leur droit à l'éducation, les enfants scolarisés devront avoir accès à l'alimentation scolaire pour prévenir non seulement les maladies, mais surtout améliorer leur développement psychomoteur. Une journée africaine de l'alimentation scolaire est donc instituée depuis 8 ans aujourd'hui. Le thème de la 8e édition plaide pour l'implication des producteurs locaux dans l'approvisionnement des cantines scolaires. Parvenir à donner un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un axe fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. L'un des principaux moyens pour changer la donne consiste à relier l'alimentation scolaire à l'agriculture locale. L'alimentation scolaire basée sur les achats locaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine devra permettre d'accroître la production agricole, de lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté en zone rurale. Pour faire de l'alimentation scolaire une réalité dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire, Mariatou Koné appelle à la mobilisation de toute la communauté nationale pour une synergie d'action autour de l'alimentation scolaire afin de soutenir l'action gouvernementale. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont également mis l'accent sur la question de l'alimentation scolaire. Notre pays vient d'ailleurs de signer le document d'engagement à la Coalition mondiale pour les repas scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise la quinzaine de la mobilisation communautaire autour des cantines scolaires du 1er au 15 mars 2023 dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'enfants reçoivent au quotidien des repas nutritifs riches en vitamines et préparés dans des conditions adéquates d'hygiène. Avec son projet de transition de l'alimentation dans les cantines scolaires, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance, en collaboration avec la direction des cantines scolaires, a lancé le 25 février dernier une campagne d'appui aux cantines scolaires et hôpitaux de référence dans 11 régions en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition. À travers cette campagne, 150 cantines scolaires bénéficient de 38 tonnes de riz, 12 tonnes d'huile et 2 tonnes de poissons. Illustration parfaite de la volonté gouvernementale à offrir aux élèves des repas sains et équilibrés pour un meilleur rendement. Les propos de Mariatou Koné ont été recueillis par Sephora Zegui. On passe au chapitre économique de ce journal avec la route. L'axe Aboisseau, Noé, Tiapoum dans la région du Sud Comoé. Longue d'un peu plus de 33 km et autrefois difficilement praticable. La voie est aujourd'hui bitumée pour le bonheur des usagers. Sa réalisation a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 46 milliards de francs CFA. Une véritable opportunité aujourd'hui pour cette ville où l'on produit abondamment le palmier à huile. Direction Tiapoum avec Mahama Traoré. Dégager le sable de la voie, ici, c'est le rituel après chaque pluie.
Pour les populations d'Edjambo, dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé, cette tâche est loin d'être une corvée. Bien au contraire, jeunes et adultes s'y adonnent à cœur joie. Notre patrimoine, il faut conserver ce patrimoine, il ne faut pas le gâter. Donc il faut vraiment que nous qui avons bénéficié de ça, il ne faudrait pas que le gouvernement se décourage de nous. Le patrimoine à préserver est cette nouvelle route qui traverse désormais leur village. Elle part de l'axe Aboissonoé pour rallier la ville de Tiapoum. Bâtie entre 2018 et 2021, elle est longue de 33,5 km, relie une dizaine de villages et traverse des centaines d'hectares de palmiers à huile. Sa réalisation aura coûté à l'État de Côte d'Ivoire plus de 46 milliards de francs CFA. Avant sa construction, les populations n'avaient d'autre choix que d'emprunter cette piste, un calvaire auquel le chef de l'État a décidé de mettre fin en honorant sa promesse de connecter Tiapoum au reste du pays. Par le passé, nous, on ne pensait pas qu'un jour on allait bitumer Tiapoum. Et je me souviens quand le président, en 2010, a dit qu'il allait investir plus de 60 milliards à Tiapoum, nous, on ne croyait pas. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le président a investi plus de 80 milliards dans le département de Tiapoum. Quand tu dis à un fonctionnaire qu'il a affecté à Tiapoum, il avait du mal à venir. Lorsqu'il se débrouille et qu'il arrive ici, il va demander une affectation pour partir. Nous-mêmes, lorsque nos parents avaient besoin de nous, on faisait beaucoup de calculs pour nous mettre en route. Aujourd'hui, c'est avec le sourire qu'on vient ici à Tiapoum. Le goudron, c'est le développement. Une fois que la route est arrivée, je crois que les villages ont commencé à se développer. Donc c'est une joie pour nous. Ce projet n'a pas que désenclavé Tiapoum. Il l'a aussi façonné en réalisant les premiers linéaires de bitume de la ville. Une voirie caractérisée par ce boulevard et cette artère principale que l'on retrouve au centre-ville. Les habitants savourent cette métamorphose de leur cité. Mais les gros camions pour arriver ici, il faut que j'aille prendre ça au goudron. Maintenant, ce n'est pas le cas. Des camions de combien de tonnes là viennent facilement ici. Donc pour moi, c'est un avantage. Pas pour moi seul, mais en tout cas pour tout Tiapoum. Avant, il n'y avait pas de goudron ici. Mais actuellement, on voit qu'il y a goudron. On roule tranquillement. Et tous nos projets qui sont ici, bon, ça marche un peu pour nous aussi. Donc avant, on cultivait manioc ici, on n'arrive pas à vendre. Mais actuellement, par rapport au goudron, on voit que les bâchers rentrent ici pour prendre nos manioc. Et puis bon, on est en liberté aussi. On voit que ça nous plaît beaucoup. Tiapoum a changé de physionomie et la seule station-service qu'elle compte pour l'heure en profite. La circulation désormais aisée avec les localités environnantes, les conducteurs de véhicules ou d'engins à 2 ou 3 roues s'approvisionnent régulièrement en carburant. Un pic d'activité que l'on constate également à la gare routière. Avec l'arrivée du bitume, on est très satisfait. Très satisfait parce qu'on arrive à faire plusieurs rotations sur la ligne à Boisseau, à Tiapoum. L'activité marche. Et tout ce que je fais, en tout cas, c'est rapide. Je suis un pisteur, donc ça me facilite de faire mes opérations au niveau d'Anville pour revenir à Boisseau, Maféré pour revenir facilement. L'espoir de développement est désormais perceptible à Tiapoum et le potentiel est là. En même temps qu'elle facilite l'écoulement des produits agricoles, la nouvelle route longe une berge lagunaire frontalière au Ghana et offrant à Tiapoum le décor d'une presqu'île à découvrir. Un gisement touristique encore peu exploité, faute d'infrastructures. Un seul réceptif hôtelier opère actuellement dans la zone. Aujourd'hui, le mètre carré de terrain est passé à Tiapoum certainement de 300 francs. Aujourd'hui, nous sommes à peut-être certainement 2000 francs. On ne fait que commencer. Les aspects touristiques, il y a des opérateurs déjà qui sont en train de prendre les bordures de lagunes pour voir les opérations, des constructions d'espaces hôteliers. Et je pense que ça aussi, c'est important. Nous avons en prévision la construction d'un bac entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais le bac, il ne peut être intéressant que s'il y a une fluidité dans la circulation. Et cette fluidité vient avec le bitumage. Si toutes ces intentions d'investissement se concrétisent, nul doute que Tiapoum sera la nouvelle destination touristique. Axe Aboisseau, Noé, Tiapoum, une nouvelle route et des opportunités. Un grand reportage de Mahama Traoré et Adama Sangaré. Place aux infos Covid-19.
Le coronavirus a fait à ce jour en Côte d'Ivoire 88 185 cas confirmés de Covid et 834 décès. Le projet Passerelle est un projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes filles 100 ans. Elle est conduite par l'ONG Entraide Universitaire Mondiale du Canada pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA et financée par le Canada donc à l'endroit de plus de 123 000 adolescentes dans les régions de San Pedro et de la Nawa. Notre correspondant Sam Conan a assisté au lancement du projet à San Pedro. Le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour elle en Côte d'Ivoire, en abrégé Passerelle, qui vient d'être lancé à San Pedro, a pour objectif d'améliorer la jouissance des droits de la personne relative à la santé sexuelle par les détenteurs des droits les plus marginalisés et les plus vulnérables, en particulier les adolescentes. Ce projet va appuyer 100 structures dans les districts sanitaires de Soubré, de Miyagi et de San Pedro. Notamment par l'amélioration de la prestation des services de santé sexuelle et reproductive et également en augmentant l'utilisation des services par les groupes diversifiés, notamment les adolescents et les jeunes. Et des initiatives pilotes novatrices qui seront conçues et mises en œuvre tout au long des 5 années du projet. Le Canada, partenaire financier du projet Passerelle, entend démontrer la vitalité des relations entre nos deux pays. D'un coût d'environ 9 millions de dollars canadiens, soit environ 4,4 milliards 300 millions de francs CFA, le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour elle en Côte d'Ivoire, en abrégé Passerelle, qui est un de nos projets phares du portefeuille de coopération bilatérale entre nos deux pays. Ce projet est un témoignage de la vitalité des relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Atri Kwaku, préfet de Miyagi, qui a procédé au lancement du projet Passerelle, salue l'excellente relation entre le Canada et la Côte d'Ivoire. 123 000 adolescentes bénéficient directement ou indirectement de ce programme d'une durée de 5 ans, dans les régions de la Nawa et de San Pedro. Intéressons-nous maintenant à la rentrée syndicale de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. À cérémonie au cours de laquelle l'instance a lancé son programme d'activité. Il est envisagé une identification des commerçants de Côte d'Ivoire et bien d'autres éléments pour leur bien-être. Les précisions de Lancine Bakayoko. Parmi les nombreux projets inscrits à l'agenda de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, l'identification des membres de la fêtière avec l'édition de nouvelles cartes format carte de crédit. L'enjeu est de vulgariser les bonnes pratiques, mais aussi de donner un coup d'accélérateur à la mise sur pied de la mutuelle. Lorsqu'il y a des incendies des marchés et nous n'avons pas de solution, la mutuelle viendra régler pas mal de problèmes au niveau de nos secteurs, comme les transporteurs l'ont déjà. Nous, notre mutuelle se chargera des incendies des marchés et puis de la retraite aussi de nos commerçants. Des cabinets spécialisés vont être engagés pour former à une meilleure gestion des finances. L'insertion des jeunes Ivoiriens dans le commerce occupe également une place importante. Des dispositifs sont en préparation pour un meilleur encadrement. L'installation de ces jeunes va être facilitée dans différents marchés en construction où ils seront exonérés des pas de porte exorbitants. Une dynamique encourageante pour les douanes ivoiriennes. L'activité de commerce est l'activité qui fait vivre la nation. Je suis là surtout parce que le partenariat qui nous lie est très fort et déterminant pour vos activités et pour l'administration des douanes. Cette nouvelle collaboration agissante entre la douane et les commerçants ne devrait pas remettre en cause la lutte contre la vie chère. Et toujours dans la même lancée, la ville d'Adzopé a abrité la cérémonie de financement des bénéficiaires du projet C2D Emploi avec plusieurs centaines de jeunes qui ont été financés pour la création d'activités génératrices de revenus et le renforcement de leur insertion socio-professionnelle dans la région de Lamé. Une action portée par le Conseil régional de Lamé. Reportage Jean-Marc Djadji et Apollinaire Zier. Convivialité à la Maison de la Culture, à Nouman pour Félix d'Adzopé, dans la région de Lamé.
840 hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans reçoivent leur financement du projet C2D2 Emploi. Venus des départements d'Adzopé, d'Alépé, d'Akoupé et de Yakassé à Tobrou, 504 d'entre eux ont été retenus pour les projets AGR et MPE. C'est l'occasion pour eux d'être instruits sur la procédure d'obtention des prêts et de l'usage du fonds de financement. Aujourd'hui, 504 d'entre eux, dont 480 en activité génératrice de revenus et 24 en micro et petites entreprises, se verront octroyer un crédit pour le financement de leur projet. Les anciens bénéficiaires qui ont remboursé et fructifié leurs prêts ont été honorés. Le conseil régional s'est quant à lui réjoui de la reconduction du projet dans la région de Lamé. Ces financements ont été octroyés et qui devraient être remboursés pour permettre à nos pays de se développer davantage et surtout en ce qui concerne le volet emploi des jeunes. Donc vous comprenez bien que votre attitude sera vos projets pour que les remboursements puissent servir à financer d'autres projets. Montant du projet C2D2 Emploi dans la région de Lamé, plus de 590 millions de francs CFA. Le conseil régional de Lamé a contribué à hauteur de plus de 140 millions de francs CFA et les partenaires du projet à plus de 440 millions de francs CFA. On se rend à présent à Yamoussoukro, directement au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il s'y est tenu cette semaine un atelier de renforcement des capacités des têtes couronnées sur la présentation et la lutte contre l'extrémisme violent par le dialogue intergénérationnel. Une formation pour tenter de maîtriser le terrorisme. Kader Serodogo de la station régionale RTI Boaké. La sous-région ouest-africaine fait face depuis plusieurs décennies à une certaine instabilité, un terrain de prédilection pour des groupuscules radicaux. Trafic humain, drogue, tuerie, les maux sont légion. Comment mettre les générations actuelles à l'abri de l'extrémisme violent et son corollaire de dommages? L'ONG internationale Nzarama Center for Peace Building renforce les capacités du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ils ont un rôle très important, en ce sens qu'ils sont les gardiens de la tradition. C'est leur donner les outils afin de pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, qui fait de la paix et la cohésion sociale son cheval de bataille, entend profiter pleinement de cette initiative. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est un acteur majeur dans l'atteinte des idéaux de paix et de développement. Le présent atelier consacré à la lutte contre l'extrémisme violent s'inscrit par conséquent dans la droite ligne de nos missions et attributions. Donc ce renforcement au niveau des chefs va nous aider dans nos régions à apaiser la tension, quelle que soit l'origine ou la forme. L'atelier se tient sur 2 jours au bout des compétences et des stratégies innovantes pour faire face à l'extrémisme violent. De Yamoussoukro, allons-y à Sini, Mafia, dans le sud Comoé. On s'attaque aux raquettes et à la corruption. Cette semaine, la mairie de la localité a abrité une cérémonie d'installation d'un comité communal de lutte contre ces fléaux. L'équipe compte une vingtaine de membres avec à sa tête le maire lui-même. Patricia Omoetia avec la collaboration technique d'Ariel Ago. Chacun des membres du comité local de lutte contre le racket et la corruption a reçu un kit composé entre autres des tests législatifs du comité. Sous l'autorité du maire, le comité a pour objectif de créer un espace d'échange et de concertation où se construit la responsabilité de tous les acteurs dans l'atteinte de la bonne gouvernance. Le maire de la commune d'Assini Mafia, président de ce comité, s'engage à faire en sorte que ce comité de lutte contre la raquette marche très bien et que par son action, il contribue au bien-être de la population.
Selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jean Fructueux Bako, ces comités communaux de lutte contre le racket et la corruption sont des cadres d'échange et de concertation au sein desquels des solutions sont proposées pour réduire les effets de la corruption et du racket. C'est la commune qui attire beaucoup plus de monde les week-ends. Et en installant ici un comité de lutte contre le racket, je sais que la sensibilisation et l'information passeront. Et les personnes à qui vous allez vous adresser comprendront l'importance de la lutte contre le racket. Assini Mafia est la 4e commune où a été installé le comité communal de lutte contre le racket et la corruption. La prochaine étape sera la commune de Toumoudi dans la région du Bélier. Je vous le disais en titre, Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La Commission électorale nationale a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la Fédération. La victoire de Bola Tinubu a été proclamée cette nuit alors que mardi à la mi-journée, les 2 principaux partis d'opposition, PDP et LP, sans attendre l'intégralité des résultats, ont conjointement demandé l'annulation du scrutin, dénonçant des fraudes et des manipulations des chiffres à grande échelle. Je vous retrouve demain à 13h.